Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on vous propose une double émission autour de 2 thématiques totalement différentes mais passionnantes. Dans la première partie, nous parlerons rénovation énergétique et copropriété, car pendant que MaPrimeRénov' est en pleine tempête, une autre réalité inquiète de plus en plus les acteurs de terrain, la paupérisation silencieuse de nombreuses copropriétés, une alerte relayée récemment par une commission d'enquête sénatoriale dont les conclusions sont sans appel. Nous poserons les bonne question, on essaiera en tout cas à Frédéric Viette, président de Myrium, qui connaît parfaitement les enjeux de la rénovation en habitat collectif. Puis, dans la seconde partie de cette émission, un tout autre sujet, l'image de l'immobilier et de ses professionnels. Pourquoi le secteur a-t-il aussi mauvaise presse et comment changer les choses? Notre invitée, Lucie Lebaz, est coach, elle est également auteure chez Duno et une grande spécialiste du personal branding. Avec elle, on verra pourquoi il est temps de faire rayonner les métiers de l'immobilier autrement, avec sincérité et également authenticité. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, mais pour l'heure, on parle rénovation énergétique du bâtiment avec Frédéric Viette, il est vice-président de Myrium. Bonjour. Bonjour Marc. Alors Frédéric, on va ouvrir cette émission avec une actualité brûlante. Le gouvernement qui annonce la suspension de MaPrimeRénov' dans quelques jours, le 1er juillet jusqu'au 15 septembre, normalement, avec quelques petites nouveautés qui sont arrivées il y a quelques jours, notamment que la rénovation monogeste ne serait pas concernée par cette suspension. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce dont on entend parler depuis des semaines sur MaPrimeRénov'? C'est bien évidemment que l'immobilier, c'est un sujet de temps long. S'occuper, on parle de rénovation, avant de parler de rénovation énergétique, un bâtiment, c'est une infrastructure, c'est du patrimoine, donc ça a besoin de s'entretenir en permanence pour rester en bon état et puis pour s'adapter à des normes et des attentes qui changent. Et c'est des années pour réfléchir, concevoir, organiser et faire un programme de travaux. Mais donc, quand des règles changent tous les matins, évidemment, c'est compliqué. Avec c'est tout ce qu'on entend, le tout et son contraire, avec des annonces. Vous savez, les suspensions, ça peut durer, c'est un proviseur qui peut durer. On a d'autres exemples, notamment sur les aides à la formation, voire même peut-être le service militaire, suspendu depuis 1996 en France. Est-ce qu'il faut s'attendre à une perte de confiance dans l'écosystème? Je pense que, en tout cas, attentisme, et je ne sais pas si c'est une perte de confiance, mais attentisme parce que comment prendre une décision quand on ne sait pas comment ça va fonctionner, c'est juste pas possible. Il n'y a pas que, là, cet arrêt, reprise, suspension, personne n'a boule de cristal pour dire comment ça redémarrera sur MaPrimeRénov'. On n'en sait rien, il n'y a pas d'argent. Il y a une somme de dispositifs qui s'ajoutent les uns aux autres depuis quelques années. Par exemple, il y en a un, on peut en dire un mot ce matin. Les DPE, diagnostic de performance énergétique, tout le monde connaît. Mais les PPPT, projets de plan pluriannuel de travaux. On connaît peut-être un petit peu moins. Un peu moins, oui. C'est dans les copropriétés. C'est pas idiot sur le fond. Le principe de dire faut faire une stratégie, examiner un peu l'état d'un bâtiment pour après avoir une vraie stratégie de quels travaux sont vraiment nécessaires, dans quel ordre. On est d'accord. C'est pas idiot. Non, c'est même intelligent. Mais si c'est fait par la loi et que c'est donc un peu transformé en une espèce de case à cocher avec un rapport mécanique qui bouffe les budgets, qui bouffe les ordres du jour, les gens attendent avant d'avoir ça. Oui, c'est ça, voilà. Et puis pendant ce temps... c'est cette somme de choses qui fait que la copropriété se dégrade. Le vrai travail de fond, il a pas lieu. On a l'impression que la rénovation énergétique des copropriétés est toujours le parent pauvre finalement de la politique du logement. Pourquoi est-ce que selon vous, elle reste aussi complexe à financer et à enclencher?
Je ne sais pas si c'est le parent pauvre, parce qu'il y a plein de sujets nécessaires, mais non, la stratégie de rénovation d'un bâtiment, c'est déjà pas simple. Même si c'est juste un appartement en monopropriété, il faut déjà regarder techniquement ce qu'il faut faire, pas se tromper, être correctement conseillé, avoir le budget et tout. Vous rajoutez la complexité normale de la copropriété. La copropriété, c'est une collectivité de quelques dizaines ou parfois beaucoup plus de gens qui partagent un patrimoine commun et dans lequel aussi, mais par nature, vous allez avoir des gens qui ont des intérêts différents. Vous pouvez avoir un jeune ménage qui vient d'acheter son appartement, qui s'est endetté pour le faire, qui n'a pas un rond pour enclencher des travaux dans la foulée. Vous pouvez avoir des personnes âgées qui, quelque part, n'ont pas envie de s'embêter avec ça, etc. Vous pouvez avoir des propriétaires non occupants qui louent. Chacun, il va regarder la décision avec son prisme. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal que ce soit long, que ce soit compliqué, que des consensus se forgent. Et que toute espèce de dispositif qui va croire en rêvant que on va imposer une décision s'il n'y a pas de majorité, jamais ça n'aura lieu. Ça n'est pas légitime d'imposer une décision à une minorité de copropriétaires qui ne veulent pas. Et toute loi qui va croire qu'on va rendre ça miraculeusement simple, je n'y crois pas une seconde. On n'y croit pas. Donc, alors, oui. Frédéric, on a récemment un rapport sénatorial qui est tombé sur la paupérisation des copropriétés. Ça a été, c'était une commission parlementaire, une commission d'enquête, qui était présidée par Amel Gacquière, sénatrice du Pas-de-Calais, et qui parle d'un parc social de fait qui se dégrade en silence. Est-ce que vous qui travaillez dans ce secteur-là, est-ce que vous partagez ce constat que les propriétés aujourd'hui sont devenues finalement un parc social de fait? Avec humilité, je ne suis pas forcément une plateforme d'observation représentative de l'intégralité du parc. On travaille plutôt en Île-de-France. Mais vous en avez parlé là à l'instant. Vous avez dit qu'effectivement avec des coûts toujours, des appels de fonds qui augmentent en permanence, les gens ont plus de sous. Les augmentations ne sont pas forcément aussi systématiques et aussi vertigineuses dans la durée. Bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des murs d'investissement dans tous les domaines. Là, il y a pas longtemps, finalement, la SNCF met en avant le mur d'investissement qu'il y a devant nous sur le réseau ferroviaire. Exactement. 30 ans de vieillissement. Il y a 40 ans même. Voilà, toute une partie de nos villes, elle a des décennies. Et donc, oui, c'est le bâti qui a aussi vieilli. C'est une des causes identifiées. C'est le vieillissement du bâti, mais aussi la précarité des copropriétaires eux-mêmes. Il y a du vieillissement du bâti qui dépend des générations de bâtiments. Et on a typiquement une trentaine d'années de génération de bâtiments d'après-guerre, dans lequel on n'a pas forcément du bâti structurel de qualité. On peut avoir des vrais problèmes structurels. Et à ce moment-là, des situations d'entretien complexes. Alors tiens, parlons un peu technique. Quels sont aujourd'hui les vrais gisements d'économie d'énergie dans les immeubles collectifs ? Isolation, chaufferie, ventilation. Écoutez, moi j'ai une conviction très forte. C'est un sujet de sur-mesure. Vous pouvez avoir deux bâtiments d'une même génération qui semblent se ressembler. Et s'il y en a un qui est exposé sud et l'autre nord, il ne faut pas plaquer les mêmes choses. S'il y en a un qui vient de refaire, par exemple, sa chaufferie, on ne va pas casser la chaufferie et la remplacer par autre chose dans la foulée. Donc, il y a une palette de leviers dans la boîte à outils. Quelle est la solution pour amener de l'énergie ? Quelle est la solution de chauffage ? Si on est au gaz, y a-t-il un réseau de chaleur ? S'il n'y a pas de réseau de chaleur, y a-t-il la place ? Parce qu'il faut de la place pour imaginer une pompe à chaleur. On en parle beaucoup, c'est très rarement techniquement faisable. Il faut de la place, il faut de la place en toiture, il faut évacuer la chaleur. Donc, vous voyez, c'est sur mesure. Ouais. La façade. L'isolation thermique par l'extérieur. Possible pour certains types de bâtiments.
pas envisageable aujourd'hui pour des bâtiments patrimoniaux. La plupart des centres-villes, que ce soit dans toutes les métropoles, que ce soit dans les villages, les centres-villes sont des architectures patrimoniales dans lesquelles rarement l'ITE fait sens. Le toit, Donc, je fais souvent l'analogie entre un bâtiment et un corps humain. Il faut produire de l'énergie, il faut la distribuer aux bons endroits, il faut une enveloppe qui protège des intempéries de l'extérieur, etc. Il n'y a pas de solution unique. Il faut un médecin de famille qui regarde ce qui est bon pour ce bâtiment. Et pour les bâtiments, le médecin de famille, c'est le syndic, c'est l'architecte de copropriété, c'est les copropriétaires qui doivent eux-mêmes construire leur stratégie. Et justement, c'est cette approche ensemblière qui vous définit, Frédéric. C'est quoi la méthode, rapidement ? Cette approche, c'est quoi la méthodologie ? L'approche ensemblière. C'est pas que ensemblière. C'est pas que ensemblière, parce que de nouveau, si vous voulez, l'approche qui pour moi est la plus claire et de bon sens et qu'il faut garder en tête, c'est on ne va jamais faire des travaux uniquement, exclusivement pour une raison énergétique. Si on fait une isolation par l'extérieur, c'est parce qu'il est temps de faire le ravalement. Si on vient de faire le ravalement, on ne va pas tout bousiller et jeter par la fenêtre un investissement qui se paye sur 20 ans dans la foulée. Si on vient de refaire la chaufferie, idem. Si on vient de refaire la toiture, idem. Donc, la rénovation énergétique, elle doit se brancher et se penser en même temps que la rénovation bâtimentaire. On n'a pas l'argent pour le faire 2 fois, on n'a pas le temps pour le faire 2 fois. Et donc, à partir de là, parfois, c'est des monogestes. Parfois, quand tout s'y prête et qu'il y a vraiment besoin, alors il est intelligent de globaliser. Un mot sur le reste à charge, parce que vous savez, quand il y a des travaux, l'État parle de subventions, mais dans les faits, les propriétaires doivent parfois sortir 15, 25, voire plus 1000 euros, enfin 25 000, pardon, voire plus d'euros. Comment on... Est-ce que c'est pas un frein majeur ? Est-ce que certains copropriétaires ou syndicats de copropriété... Bien sûr que c'est un frein. C'est un frein. Bien sûr que c'est un frein. Et en même temps, on sait qu'on n'a pas l'argent pour tout faire. Frédéric Viette, une question simple. Est-ce que vous avez encore confiance dans la stratégie gouvernementale actuelle sur la rénovation et copropriété ? Le sujet n'est pas si moi j'ai confiance, je dirais, mais est-ce que l'ensemble des copropriétaires et des acteurs qui ont des décisions à prendre pour leur patrimoine peuvent les prendre et peuvent savoir comment les prendre sans avoir de conseils magiques, mais ce qui me paraît là aussi être un principe de bon sens pour ne pas faire d'erreur, je dirais, ne jamais prendre des décisions juste parce qu'il y a une aide fiscale ou une prime. Quand on prend une décision pour ça, on va prendre une mauvaise décision. D'abord, essayez d'avoir les idées claires sur ce qui est une bonne décision parce qu'elle va valoriser votre patrimoine. Quand on est copropriétaire, c'est qu'on a un patrimoine qui souvent pèse beaucoup dans le patrimoine des gens. Si à ce moment-là, on arrive à le faire d'une manière où en plus on est aidé, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Viette de Myrium d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. On va marquer une pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on vous parle de l'encadrement des loyers qui pourrait bientôt peut-être être pérennisé ou pas, comme le rapporte Le Figaro. Une proposition de loi a été déposée au Sénat et à l'Assemblée nationale pour rendre permanent le dispositif d'encadrement des loyers qui est censé s'arrêter fin 2026. Portée par les élus écologistes et communistes, la proposition entend mettre fin au caractère expérimental du dispositif en vigueur dans de nombreuses villes comme Paris, Lille ou encore Bordeaux.
Pour la députée Danielle Simonet, il s'agit d'une urgence pour éviter une flambée des loyers dans les zones tendues. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo. Après avoir évoqué la fragilité et copropriété, on va parler image, posture et communication. Et car soyons honnêtes, les professionnels de l'immobilier souffrent souvent d'un déficit de crédibilité. Et pourtant, ce sont eux qui accompagnent les Français dans leurs projets les plus importants. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Lebaz. Elle est auteure du livre « J'ai peur mais j'y vais » qui est paru aux éditions Duno. Ce bouquin, c'est le personal branding à l'usage des entrepreneurs. Lucie, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes coach, consultante et spécialiste de l'image de marque depuis près de 20 ans. Excusez-moi. Avec vous, on va comprendre pourquoi il est urgent que les pros de l'immobilier reprennent en main leur image. Alors, pourquoi, selon vous, Lucie, les métiers de l'immobilier pâtissent-ils encore d'une image dégradée dans l'opinion publique ? À mon sens, on imagine que la visibilité peut se fondre avec la superficialité. C'est-à-dire qu'en fait, le personal branding, c'est pas du vernis. On parle aujourd'hui, quand on parle des métiers de l'immobilier, et notamment des agents immobiliers, on imagine des ventes un peu en mode forcing, on imagine des photos retouchées, du démarchage commercial un peu lourd, même voire très lourd. Et ça, c'est dans l'imaginaire collectif, en fait. C'est ce que véhicule ce cliché. Sauf que ce cliché, il aura la vie longue tant qu'on n'apportera pas des preuves de la personnalité, de l'incarnation du message, et où on mettra toujours en avant les intérêts professionnels avant de servir la cause des personnes qu'on est censé aider. Voilà. Est-ce que le personal branding, il peut vraiment changer la donne pour un professionnel de l'immobilier ? Bien sûr, c'est ce qui va en fait... Parce que s'il n'a rien à dire, qu'est-ce que... On a toujours quelque chose à dire. C'est ce que je raconte dans le livre, d'ailleurs. Mais c'est ce qui va faire la différence entre un agent comme tout le monde, un agent comme un autre, et une personne de confiance. Et c'est ce qui va faire la différence, c'est justement cette crédibilité, la confiance, les conseils, même parfois l'assistanat dont on va faire preuve lorsqu'on accompagne ces personnes à trouver un logement. On ne parle pas uniquement de trouver un logement, hein. On ne parle pas que de mètres carrés, on parle justement de conseils, de conseils pratiques, d'être vraiment là pour son client et d'abord de le servir. Donc, à mon sens, oui, c'est ce qui va faire la différence et c'est ce lien qui va le rendre singulier. Et la singularité à long terme, c'est du business à long terme. Alors, vous expliquez aussi que la peur de se mettre en avant, elle est un véritable frein. Quel conseil vous donneriez à ces agents immobiliers, qui sont nombreux d'ailleurs à nous écouter aujourd'hui sur Radio J? Eh bien, qui mettent la vente plutôt en conséquence d'un bon service, en termes aussi de communication. C'est ce qui va faire aussi qu'on aura envie de les contacter. Aujourd'hui... personne ne vous attend sur les réseaux, hein. Je veux dire, donc faut un petit peu relativiser. J'en parle justement dans le livre, c'est que en fait, vous n'êtes personne pour personne. Donc, lorsque vous faites une publication sur LinkedIn, c'est très bien. Faites-en, entraînez-vous, mais n'attendez pas que les gens aient spécialement de réaction, en tout cas au départ. Donc, à moins que vous soyez vraiment dans l'utilité, essayez de servir justement ce que votre audience attend, et là, vous commencez à utiliser le réseau comme il devrait être utilisé. Alors, dans votre livre, vous parlez de cette petite voix intérieure, le fameux Gérard. C'est quoi ce syndrome de l'imposteur qui bloque tous les pros ? Alors, effectivement, j'ai personnifié cette voix du mental, hein, parce que à force d'accompagner des personnes qui n'osent pas, eh bien, faut bien lui donner un nom, et puis surtout, ça décomplexifie et puis ça dédramatise un petit peu tu n'as rien à raconter, tout a déjà été dit, je suis pas légitime, voilà, tu vas te ridiculiser, tu vas faire un faux pas, tu maîtrises pas la communication, donc ne fais rien, tu vas te recevoir des scuds dans la figure. Voilà. Donc l'objectif, c'est de repérer
Gérard qui nous empêche d'émerger. Hein. Je veux dire, il n'a pas d'autre objectif que de vous garder dans votre zone de confort. Ouais. Sauf que si on reste dans sa zone de confort, on ne communique pas. Hein. Alors, tiens d'ailleurs, Instagram, TikTok, LinkedIn, quels réseaux choisir quand on veut développer sa visibilité ? Alors, je vais vous faire une réponse de Normande que je ne suis pas. Il n'y a pas de bon ou mauvais réseau. Il y a le réseau où, votre cible se trouve, et le deuxième critère, c'est là où vous vous sentez capable d'être constant, présent, actif à long terme. Donc, c'est plutôt ces questions-là qu'il faut se poser. Ensuite, évidemment, LinkedIn, c'est un incontournable. C'est le numéro 1 mondial dans le monde dans le monde professionnel. Donc, si vous avez du B2B ou de l'institutionnel, allez-y sur LinkedIn. Ouais. Si vous êtes sur Instagram, et que vous vous adressez aussi à des particuliers, c'est aussi très bien. Ouais. Et bien sûr, il existe aussi d'autres moyens. YouTube, TikTok, pour la vidéo, c'est aussi excellent. Mais vaut mieux avoir un réseau bien tenu qu'un multicanal abandonné. Lucie, comment est-ce qu'on peut créer une image forte sans devenir une caricature ? Oui, en fait, l'objectif, c'est pas de mimer ce qu'on pense être bon ou ce qui a fonctionné pour d'autres. C'est plutôt de se dire, en fait, avec quoi je suis d'accord, hein, quelles sont mes convictions et est-ce que je suis prête à les assumer. Les assumer, c'est avec des preuves. Les assumer, c'est aussi dans mes faits et gestes, dans mes actions et à communiquer avec ça. Donc, en fait, c'est vraiment cet alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et à partir de là, on commence à être évidemment authentique et magnétique. Lucie, le grand public, il a besoin de repères fiables. Comment un pro, rapidement, peut-il devenir une figure crédible et utile pour ses clients ? En faisant le tri. L'objectif, c'est pas de tout dire, c'est de dire des choses qui soient claires et qui soient vraies, en tout cas pour vous. D'assumer votre vérité, même si elle doit évoluer. Évidemment qu'elle doit évoluer, il n'y a jamais de certitude, mais en tout cas de l'assumer. Donc, à mon sens, oui, c'est ça. Hein. Vous rappelez le titre de votre livre ? J'ai peur mais j'y vais. Et on le trouve aux éditions Duno. On le trouve dans toutes les bonnes librairies et en ligne. Amazon partout, ouais. Merci infiniment, Marc. Lucie Lebaz, pour vos réponses, pour avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Voilà, le Club IMO, c'est terminé. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur radioj.fr. Vous allez pouvoir aussi découvrir la nouvelle chaîne 100% IMO de Radio J. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain à 16h05. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de monsieurhugo.com. Avec monsieurhugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com.